Donc je vais donner la parole à Sandra Lotte pour commencer. Bonjour, d'abord merci beaucoup de m'avoir invité pour ce colloque. Je commencerai d'abord peut-être par présenter un petit peu Oxfam et l'inscrire un peu dans le contexte de la journée. Donc on est une organisation internationale de lutte contre la pauvreté et les inégalités. On est présent dans de nombreux pays du monde. Déjà à la fois en tant qu'opérateur, que ce soit de l'aide humanitaire ou des programmes de développement à l'appui aux communautés, mais le plus en lien avec la thématique d'aujourd'hui, c'est surtout une ONG de plaidoyer et de campagne. Et ce qu'on a appelé modestement le pouvoir citoyen, où du coup on mobilise le grand public pour faire pression sur les décideurs et influencer les politiques publiques et les acteurs économiques. Et c'est vraiment le cœur de métier de Oxfam, qui mène des campagnes sur plusieurs sujets, notamment la justice fiscale ou le financement du développement, ce qui est plus en lien avec la thématique d'aujourd'hui sur la couverture. Donc CUS ou CSU, moi j'étais restée à CSU. Et de plus, la couverture santé universelle fait quand même partie des combats historiques d'Oxfam France, donc de Oxfam en général. Donc il y a des ONG qui sont mobilisées sur le sujet. Et je voulais juste faire une toute petite digression parce que on en a parlé un peu dans les sessions d'avant sur le plaidoyer, qui en fait maintenant c'est vrai est devenu un vrai métier. Donc avec une réelle professionnalisation du métier de plaidoyer. Il y a même maintenant des cursus universitaires où on forme au plaidoyer dans les organisations internationales. Et c'est quand même une apparition assez récente. Ça fait 10-15 années, enfin ça fait plus longtemps qu'on fait du plaidoyer, mais qu'il y a vraiment cet effet de professionnalisation de ce métier-là. Et deuxième petite digression sur le lien plus avec les pays en développement. C'est vrai qu'aujourd'hui, cette professionnalisation-là, elle est en cours, on va dire, dans les pays en développement. Nous, elle est assez récente. Et on le voit bien, on a plus de mal à trouver des gens avec un background de plaidoyer dans les pays. Et c'est vraiment, je pense, un élément essentiel pour avancer sur les questions de plaidoyer dans la santé dans les pays en développement. Donc, voilà, c'était ma petite discrétion. Juste pour parler un peu de ce métier-là de plaidoyer et campagne, on a plusieurs modes d'action qui sont assez indissociables. Donc ça va être tout le travail d'influence et de relations décideurs, où on va négocier et convaincre les décideurs et aussi obtenir des informations sur leur position. Il y a le mode de la communication et les médias qui est très important. Donc d'informer le public pour le mobiliser, mais également influencer les décideurs à travers une présence médiatique. Il y a tout l'aspect aussi de la mobilisation du public, où justement, en obtenant le soutien du public, on peut faire davantage pression sur les décideurs. Et le quatrième mode d'action, qui est celui qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, qui est celui de l'expertise. Donc fournir de l'analyse qui nous permettra de construire nos positions et nos argumentaires en faveur de telle ou telle politique publique. Ça peut être une expertise qu'on a en tant qu'acteur de terrain, mais aussi, et là c'est le lien, en ayant un lien avec le monde de la recherche. Et pour nous, on estime modestement que c'est quand même ce qui permet d'avoir une légitimité dans le plaidoyer et la campagne, de baser nos campagnes sur une expertise technique et une vraie analyse scientifique de ce qu'on cherche à changer. Et c'est pour ça que nous, on n'a pas de campagne de plaidoyer ou on n'a pas de campagne sans avoir en amont, un travail de recherche important. Et d'ailleurs, dans la Confédération Oxfam Internationale, il y a des départements internes avec un travail de recherche. Et on en parlait pas mal dans la session d'avant, où on se voit quand même, où on essaye d'avoir ce rôle de caisse de résonance de la recherche scientifique et faire le lien justement entre la mobilisation citoyenne et la recherche. Aujourd'hui, je voulais revenir un peu sur
3 illustrations sur ce lien-là dans notre travail entre la recherche et la mobilisation pour la CSU. D'abord 2 travaux de recherche, pas de recherche, mais des travaux qu'on a menés en co-construction avec la recherche pour un peu montrer, illustrer ce lien important et l'inscrire justement dans comment on s'en est utilisé, comment on l'a utilisé dans notre plaidoyer. Et enfin, je voulais un 3e axe sur la place du secteur privé dans le plaidoyer de la couverture santé universelle et l'importance de renforcer ce lien recherche et ONG. Donc le premier, c'était présenter, vous avez la primeur, parce qu'on l'a publié, enfin lancé ce matin, donc l'indice de l'engagement de la réduction des inégalités 2018, qui est en fait un travail qu'on a mené avec un institut de recherche, qui fait un classement des 157 pays du monde en fonction de leur politique, enfin leurs efforts en matière de réduction des inégalités. Donc l'idée, c'était c'est un travail très très important de classer, de traiter toutes les données autour de 3 grands piliers. Un pilier sur les questions de fiscalité, un pilier sur les questions de dépenses sociales, donc ça va être les dépenses en santé, les dépenses en éducation, en protection sociale, etc. Et un pilier sur les questions du droit du travail. Donc on a essayé modestement sur la partie dépenses sociales et fiscalité qui peut-être nous intéresse plus dans la thématique d'aujourd'hui, d'analyser le pourcentage de tous les budgets de ces pays alloués à la santé, les budgets l'éducation, mais aussi l'impact de ces budgets dans la réduction, l'impact sur l'indicateur de Gini. Et sur la progressivité fiscale, c'est de voir des standardisés les taux de taxation sur la TVA, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les fortunes, etc., etc. Donc c'était quand même un travail assez énorme, mais qui a été mené justement avec cet institut de recherche qui nous permet quand même d'avoir un outil assez puissant en termes de plaidoyer. Donc ça fait quand même un benchmark des différentes politiques. On apprend beaucoup de choses sur justement comment les pays mettent en place des politiques et comment ces politiques réduisent ou pas les inégalités. C'est ce qu'on a pu voir. C'est un exemple dans des pays comme la Corée du Sud qui vont augmenter leur imposition pour mieux réverser vers des politiques d'éducation ou de santé, de protection sociale, etc. Versus des pays comme le Nigeria dont les dépenses sociales, dépenses en santé ne font que stagner et l'imposition aussi ne fait que être diminuée. Donc voilà, je pense que c'est un des outils quand même dans tout le plaidoyer sur la couverture santé universelle, quand on sait le rôle de la fiscalité pour financer des politiques telles que la CSU et l'importance des dépenses sociales pour justement renforcer l'accès à la santé. Donc ça, c'est un des exemples. Le deuxième exemple que je voulais vous présenter, c'est tous les travaux qu'on a pu faire sur la question de la gratuité des soins. Donc pour remettre un peu le contexte, c'était en 2013 où on était dans une période avant l'ère des objectifs du développement durable, où justement beaucoup d'ONG se battaient pour inscrire la couverture santé universelle, qui commençait déjà à faire un peu son bonhomme de chemin dans l'agenda international. Et donc voilà, c'est du plaidoyer pour la CSU et un fort plaidoyer pour abolir les politiques de paiement direct, qui sont considérées par nous et bien d'autres comme des politiques fortement inégalitaires qui créent des fortes barrières financières à l'accès à la santé. Donc, pour faire pousser ce plaidoyer, justement, on faisait quand même obstacle de façon assez récurrente à tout un argumentaire sur l'inefficacité des politiques de gratuité des soins, du fait que ça n'allait pas justement renforcer l'accès à la santé, que c'était ingérable, etc. On a décidé, donc Oxfam, en collaboration avec l'ONG allemande HELP et le centre de recherche de centre hospitalier de l'Université de Montréal, un certain Valérie Reed, publié une série de fiches qui était, je disais ici, une fiche sur les idées reçues sur la gratuité des soins. Donc ça avait quand même l'objectif d'avoir un objet assez ludique, assez facile, accessible, pour faire un peu écho avec ce qu'on disait tout à l'heure, en reprenant justement des études scientifiques pour montrer que l'effectivité des politiques de gratuité où elles avaient été menées.
Donc il y a c'est 10 fiches, je vais peut-être pas vous les faire toutes en entière, mais sur plusieurs idées reçues qu'on peut avoir sur la question de la gratuité des soins. Il y en avait une, justement, une des fiches, c'est sur, c'est faux, la gratuité, en fait, c'est pas ceux qui en ont le plus besoin qui vont avoir accès à la santé. C'était du coup une étude du CRCHUM, je sais pas, voilà, qui avait fait des études empiriques de 2004 à 2010 dans des districts du Burkina Faso où avaient été testées des politiques de gratuité des soins. Et on voyait bien quand c'était sur, je crois, les accouchements assistés, quand il y avait une subvention de 80%, on a quand même vu un saut en nombre d'accouchements dans les centres de santé. Et le passage à 100% avec une complémentarité de subventions montrait vraiment là où on avait vraiment une réelle augmentation du nombre d'accouchements assistés dans les districts où avait été testée la gratuité. Donc on partait vraiment d'une étude scientifique produite par la recherche pour appuyer ce plaidoyer. Et c'est des documents qu'on a diffusés auprès des décideurs français, mais aussi dans mes collègues dans les autres pays auprès de leurs décideurs. Et vraiment, on a pu avancer sur les questions de gratuité des soins. Et je pense que c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, il y a, pas que nous, mais que comme il y a eu ce fort plaidoyer-là, empirique, scientifique, etc., sur les paiements directs, que maintenant des instituts comme l'OMS ou la Banque mondiale parlent des paiements directs comme une politique qu'il ne faut pas reproduire si on veut vraiment avoir un objectif de couverture santé universelle. Donc voilà, dernier exemple, et je m'arrêterai là. C'est sur la question du travail sur la place du secteur privé au sein de la CSU, du renforcement des systèmes de santé. Je sais que dans beaucoup d'enceintes, quand on parle de la CSU et même des ODD en général, il y a souvent un peu la solution magique que c'est par la mobilisation du secteur privé qu'on va atteindre plus vite l'agenda 2030 et la couverture santé universelle. Et c'est un phénomène qu'on avait déjà identifié depuis quelques années de blind optimism, ou l'optimisme aveugle sur l'impact du secteur privé dans le renforcement de l'accès aux soins des populations. On nous fait souvent quand même le procès d'avoir une approche très idéologique et sélective sur la place du secteur privé, mais à contrario, je pense que justement, je pourrais souvent redonner cet argumentaire-là, parce qu'on se rend compte quand même qu'il y a souvent ces discours sur le secteur privé, dans la CSU, etc., sont peu étayés de recherches scientifiques sur l'impact positif de ces investissements dans l'accès aux soins des populations vulnérables. Et même au contraire, et on a essayé de s'appuyer, il y a de la recherche quand même existante sur la place du secteur privé, mais c'est je dirais que c'est quand même souvent sur une croyance un peu du secteur privé. Et nous, quand on essaye de s'appuyer sur les questions de recherche, on a vu quand même, il y a beaucoup d'études et c'est quand même assez documenté sur le fait que par exemple, le prix des médicaments, il est souvent plus cher dans des structures privées, ou même un effet de concentration des ressources sur le renforcement des structures privées. Parfois, il y a des études qui montrent captation du personnel vers un secteur privé plus performant versus un secteur public un peu plus, avec un peu plus de problèmes de fonctionnement. Et ce qui m'a frappé, et je vais en finir par ça, c'était sur l'étude par la Banque mondiale de tous les PPP qui avaient été faits les 10 dernières années, financés par IFC, donc la branche secteur privé de la Banque mondiale. Donc il y a eu tout un travail d'évaluation des 44 PPP qui avaient été menés ces 10 dernières années. Et c'est le rapport lui-même commandé par la Banque mondiale sur le site de la Banque mondiale, qui montre que sur les 44 PPP, il n'y en avait que 14 qui avaient au moins dans le narratif un focus pro-pour, avec vraiment l'intégration de la question de l'accessibilité financière des populations les plus pauvres, et que dans ces 14-là, il n'y avait que 4 avec des indicateurs vraiment sur l'impact de ces projets sur l'accessibilité financière, et que ces 4-là, en plus, n'étaient pas vraiment des indicateurs qualitatifs auxquels on pourrait vraiment suivre le réel impact des projets. Donc voilà, c'est juste pour nourrir un peu pour nous l'importance de ce travail préalable, scientifique, sur le plaidoyer qu'on peut faire sur les politiques publiques. Et voilà, c'est peut-être
sans trop de flatterie, les organisations comme les nôtres ne pourraient pas fonctionner sans une mobilisation, sans un lien plus fort avec la recherche, et on veut vraiment avoir ce rôle aussi de relais de ce qui peut être fait, et peut-être qu'on a plus de présence dans les médias, ou on a plus d'expertise sur le plaidoyer sur les décideurs. Donc je pense qu'il y a vraiment un rôle qui n'est pas nouveau, on ne réinvente rien, mais à continuer et qui est très essentiel. Ramata Diaworé, du Mali, je suis journaliste. Comme j'expliquais dans mon atelier, il se trouve que j'ai la double casquette parce que j'ai été dans la recherche dans une vie antérieure et que peut-être j'ai été confronté aux deux problèmes. Mais déjà, pour parler du rôle que pourraient avoir les médias je dirais, pour reprendre le titre, peut-être la valorisation des résultats de la recherche par rapport à la couverture sanitaire universelle, il faut déjà rappeler une chose. On a parlé beaucoup de plaidoyer et tout ça. Moi, je ne considère pas qu'un journaliste soit un instrument de plaidoyer. Ce n'est pas son boulot. Le travail du journaliste, c'est d'abord l'informer. Ça peut être de questionner. Ça, c'est de porter peut-être des problématiques parce que, comme on dit, l'opinion publique qui n'existe pas a quand même une opinion. Donc, on peut, à l'occasion, aller rencontrer, comment dirais-je, on appelle ça dans les projets les bénéficiaires, en tout cas des patients devant les centres de santé communautaires, devant les hôpitaux, et voir un petit peu comment avance cette prise en charge des problèmes de santé au Mali. Et on sait que nous avons adopté, nous ne sommes pas le seul pays ouest africain, tout un tas de politiques, tout un tas de programmes, tout un tas de comportements au niveau de l'État, en tout cas dans le discours. Et nous fonctionnons donc, par exemple, aujourd'hui au Mali, sur un programme qui en est à sa 3e mouture, qui est le programme de développement sanitaire et social. Alors, comme vous le savez, les politiques aussi, ça change. C'est-à-dire que si l'OMS donne un mot d'ordre aujourd'hui, il faut que la prochaine fois, on soit dans ce moule-là. Et donc, c'est clair que ce que le journaliste peut faire dans ça, c'est d'abord, et ça c'est le gros problème, pour informer les autres, moi je pense qu'il faut d'abord être informé soi-même. Il faut se former un petit peu, il faut avoir quelques éclairages sur ce qui se passe. Et il faut surtout avoir la possibilité de se faire une cartographie des sources que l'on pourrait avoir, qu'elles soient documentaires, qu'elles soient humaines. Et ça, c'est un des gros problèmes qu'on a aujourd'hui au Mali, c'est vous avez peu de journalistes qui peuvent vous dire « Ah, moi, si je veux travailler sur la couverture sanitaire universelle, il faudrait que j'aille voir telle personne ». Et qu'ils sortent de l'institutionnel. En général, tout le monde a le réflexe « Ah, je vais voir le ministère de la Santé ». Ouais, et non, ça ne marche pas. Comme je disais tout à l'heure, quand on parle de couverture sanitaire universelle au Mali, on touche au moins 4 ministères. Et si on veut toucher les 4 ministères, on va aussi voir les centres de santé communautaires, qui sont les centres les plus répandus au Mali, qui sont les plus proches des populations, et voir comment est-ce qu'eux, ils devraient fonctionner avec ça. Pour différentes raisons. Moi, je me suis un petit peu intéressé à la chose. Pour différentes raisons, on n'arrive pas à avoir, même ne serait-ce que les chiffres dévolus à ça, au niveau du Mali. Qu'est-ce qu'on prévoit ? Dans le même temps, l'État vous dit « Ah, nous, on ne prend pas ça en charge, ce sont les communautés locales, les collectivités locales et territoriales qui vont prendre ça en charge. » À part qu'elles n'ont eu d'évolution, ni de ressources humaines, ni de ressources financières. Et ne parlons pas d'infrastructures. Ça, ils vont rêver, elles ne les auront pas en 2030. Donc ça, c'est déjà un très, très gros problème. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles la seule organisation de la société civile que je connaisse qui s'est emparée de cette chose est la Fédération nationale des associations de santé communautaire, qui est une fêtière donc, qui regroupe toutes ces associations. Et les associations de santé communautaire sont celles qui dirigent officiellement, qui gèrent les centres de santé communautaire. Et donc qui étaient au premier chef intéressés par ça. Et ce sont les premières qui ont lancé, effectivement, une campagne, parce que ça c'est vraiment limité dans le temps et je trouve que ce n'est pas très, très efficace et ce n'est pas porteur sur le long terme. En tout cas, au moins, il y a eu cette initiative et qui ont donc rassemblé un certain nombre de personnes. On dit international, il y avait Oxfam, il y avait Bord Fonden, il y avait, au niveau du système des Nations Unies, il y avait l'UNICEF. Quelques journalistes qui s'intéressaient à ça, parce que bon, c'est quelque chose qui était sur 2 ou 3 jours. Et au Mali, quand vous faites un atelier avec des journalistes sur 2 ou 3 jours, vous le voyez le premier jour pour aller inscrire son nom, peut-être le 3e jour pour venir prendre ses per diem, mais c'est difficile que vous le voyez tout le temps. Et ça, c'est aussi un problème. Si la personne ne s'intéresse pas à ce sujet-là, et qu'en plus, sa formation à lui, en tout cas son information à lui, est sous cette forme, ce n'est pas la forme la plus pertinente.
Et j'en veux juste pour preuve. Après, on reviendra après sur qu'est-ce que j'estime qu'il faut faire. Mais je vais prendre juste un petit exemple. Il y a une étude en cours au Mali, Valérie est bien au courant de ce qui se passe, sur justement comment est-ce que la presse malienne, la presse écrite malienne, utilise les résultats de la recherche. Et on n'a pas utilisé le terme résultat de la recherche, mais plutôt les résultats de la science. Tout ce qui est scientifique, la recherche scientifique, comment est-ce qu'on utilise les résultats. Alors, ils n'ont pas encore entièrement finalisé leur document, mais bon, comme ce sont des amis, j'ai eu accès quand même à un petit peu à un draft de rapport. Je les ai un petit peu aidés sur ce coup-là aussi pour identifier un petit peu les organes et les machins comme ça. Et donc, ils ont fait un draft, et ça s'appelle « Analyse de l'usage par la presse malienne des résultats de la recherche scientifique ». Alors, clairement, je vous mets à l'aise, la place de la recherche scientifique dans les articles qui ont été produits, elle est plus que mineure. Pour différentes raisons. Comme je vous ai dit, il faut être déjà formé, il faut avoir un intérêt particulier, et il faut fonctionner, je dirais, sur un mode journalistique pur. Et je disais aussi tout à l'heure dans notre groupe que le gros problème que nous avons aussi sur ces divulgations, sur cette manière de disséminer les résultats de la recherche, c'est que les journalistes n'ont en fait accès à certaines données scientifiques entre griffes, parce qu'elles ne sont pas obligatoirement réellement scientifiques, que lors d'événements particuliers. Semaine de l'allaitement maternel, là on est sur le mois de la solidarité, donc on a vu les personnes âgées, on a peut-être donné des chiffres sur ça. Il va y avoir les personnes handicapées, on va avoir des chiffres sur ça. Il y a la journée mondiale de lutte contre le palu, on va avoir des chiffres. Journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Donc on a toujours des événements comme ça qui font que, ou la journée mondiale sans tabac ou des choses comme ça, qui font que il y a un raout qui est organisé ou une conférence de presse par le ministère, par l'OMS, par quelqu'un d'autre. Tout le monde vient là. On leur donne de la documentation, on fait un discours, les spécialistes du pays sont là et puis ils parlent. Et ça se limite à ça. Mais dans les faits, ce ne sont pas obligatoirement des résultats de recherche. C'est une dissémination de résultats statistiques qui sont à disposition ou de l'OMS ou du système d'information de la santé ou tout ça. Mais moi, je ne considère pas ça comme des résultats de la recherche. Mais c'est ce qui sera repris et qui sera présenté dans la plupart des articles que vous allez voir chez nous. Il y a, je dirais, 7-8 ans, l'UNESCO a essayé de créer, et ça arrive souvent comme ça dans nos pays, d'installer un réseau de journalistes entre griffes scientifiques, donc qui s'intéresseraient plus aux choses scientifiques. Ça allait de pair avec une campagne qui allait aussi sur l'éducation pour amener les filles vers les sciences et des choses comme ça. Et donc, il y a 2 ou 3 personnes à l'origine qui ont été contactées. Moi, j'avais été contacté, et je me rappelle, ce jour-là, j'étais à l'aéroport, j'allais au Sénégal. Et donc, j'ai donné le nom pour 2 raisons. D'une de mes jeunes collègues qui était dans le même journal que moi. Un, d'abord parce qu'elle couvrait le même desk que moi. Et ensuite parce que moi, j'avais déjà démissionné, que je ne pouvais pas dire encore que j'avais démissionné de l'endroit où j'étais. Et donc, c'est la dame de l'UNESCO qui s'occupait des relations avec les médias qui m'a appelé. Voilà, elle veut faire un petit atelier pour créer un réseau de journalistes scientifiques. Effectivement, ils l'ont fait au Mali. Ça s'est fait au Burkina aussi. On a un petit peu ameuté le reste de l'Afrique de l'Ouest. Et quelque part, existe un réseau de journalistes africains, aujourd'hui, spécialistes des sciences. Le problème, c'est que le réseau des journalistes scientifiques au Mali, il est aujourd'hui mort-né. Pour la simple raison que dans mon pays, comme dans beaucoup d'autres, je pense que le Sénégal et la Côte d'Ivoire ne me démentiront pas, on aime bien être journaliste, avoir un petit nom. Et une fois qu'on a un petit nom, ça ouvre la porte vers d'autres métiers. Et pour beaucoup de mes jeunes confrères, ça permet d'intégrer la fonction publique en étant chargé de communication d'un ministère. Et paf, on est perdu pour. Parce que pour moi, je suis une pure et dure. Journalisme et communication, ce n'est pas le même métier. Ça n'a rien à voir. Un communicant, il vend quelque chose, même si c'est contre lui-même. Alors qu'un journaliste, il est censé aller chercher le vrai. Donc, ce n'est pas du tout le même boulot. Et malheureusement, il y a souvent des frontières poreuses entre les 2 activités. Et justement, l'exemple que je viens de vous donner, quand on me dit à l'OMS, ah bon, il y a tant de trucs dans le monde, je suis en train de faire, si je reprends ça comme c'est, en tant que journaliste, c'est que je suis en train de faire de la communication pour l'OMS. Mais je ne suis pas en train de m'occuper de ce qui se passe ailleurs. Et on le sent bien quand on fait de la formation de journaliste. Quand vous demandez aux gens quelles sources ils pourraient avoir sur tel sujet, et on fait des formations en alternance avec le de Lille à Bamako et d'autres types de formations, ils ne pensent jamais aux enseignants-chercheurs. Quand on vous dit où est-ce qu'on va aller chercher, ah, je vais utiliser Google pour aller voir ceci, cela ou le reste. On utilise beaucoup Wikipédia, qui est loin d'être une source, mais malheureusement, c'est souvent beaucoup de monde fait comme ça. Et pour l'anecdote, il y a un enseignant du lycée Liberté, qui est le lycée français de Bamako, qui a été déclaré persona non grata au Mali parce que bêtement, il avait utilisé Wikipédia.
et qu'il a fait, il a commis l'impair de donner un devoir à ses élèves dans lequel il disait la capitale de l'Azawad est, il posait la question, Gao, Kidal, Tombouctou, alors qu'il n'y a pas d'Azawad. Et que la grosse bagarre avec les gens qui sont en train d'essayer de faire une partition, c'était ça. Et le type, tout tranquillement, je veux dire, CE2, CM2, quelque chose comme ça, il prend, il fait son devoir, il y a une mère d'élève qui lève le lièvre, paf, le type, il a perdu son poste, il a été rapatrié en France dans les 24 heures. Donc Wikipédia, mais quand on dit ça aux journalistes, souvent ils ne comprennent pas. Et donc, pour l'étude, alors je vais vous dire, le lectorat pourtant, parce que nous sommes censés être, nous, les journalistes de presse écrite, les journalistes les plus nobles au Mali. Parce que la grande masse des médias au Mali, ce sont les radios. Il y en a plus de 300. L'information qui arrive au public, c'est par les radios, et c'est par les radios et dans les langues nationales. Et on va parler de ce problème de langue nationale quand on va parler de diffusion des résultats de la recherche, parce que c'est assez intéressant. Mais nous, on considère que nous, parce que quelqu'un sait lire et écrire en français, nous sommes quand même la crème de la crème, n'est-ce pas? On s'adresse aux décideurs, aux intellectuels, aux partenaires techniques et financiers. Bon. On peut se permettre de se hausser du col. C'est nous qui faisons leur... à mon avis, ils ont d'autres endroits pour pouvoir bien s'informer. Des fois, ils sont mieux informés que nous sur certains domaines. Mais nous prétendons être la crème de la crème. Et ça donne quoi? Ça donne que... on a eu... L'étude dont je vous parle a traité de 241 parutions, de 101 titres au total. Hein. C'était, je pense, 19 ou 20 titres au total. Mais ils ont pris tout ce que ces gens avaient fait, publié du 11 au 25 septembre 2017. Dans ça, sur ce corpus-là, ils ont trouvé 101 articles qui, à un moment ou à un autre, parlaient du résultat d'une étude ou d'un résultat d'une enquête. Des études ou bien des analyses. Voilà. Et les deux thèmes qui arrivaient le plus, c'est bon donc dire que normalement on devrait pouvoir parler de CSU si on était bien documenté, c'était la santé qui était d'abord représentée, 32 articles, et ensuite l'éco. 29 articles. Avec beaucoup de pompage de choses qui étaient parues ailleurs. Par exemple, sur la santé, sur 32 articles, il y en avait 15 qui avaient été repris d'autres choses. Il y en avait un certain nombre qui n'avaient pas été signés, ce qui veut donc dire que ça avait été repris ailleurs aussi. Sur l'éco, c'était des choses qu'on a trouvées sur Internet qui ont été mises aussi. Et il y en avait 3 qui n'étaient pas signées. Et même là, sur ça, en termes de qualité de l'information qu'on avait à l'intérieur, c'était vraiment moins. On n'a pas eu beaucoup de choses où on apprenait des trucs. Et le gros problème, c'est un petit peu ça. On a repris dans ces articles la pratique que je vous ai dit. Le ministère de la Santé nous dit, voilà, actuellement, le taux de mortalité maternelle est de temps. Donc, nous étions à temps lors de la dernière enquête démographique de santé. Il se tape la poitrine, on est mieux. On reprend tel quel le discours, souvent même on court pour aller se le faire photocopier, et paf, on met ça. Et on a donné, soi-disant, une information scientifique. On a donné les statistiques du ministère de la Santé, les chiffres du ministère de la Santé, mais on va appeler ça information scientifique. Et ça, c'est clairement un gros problème de formation. Parce qu'il y a peu de personnes qui s'intéressent à ça. Les gens qui ont créé le réseau des journalistes scientifiques ne s'y intéressent pas trop. Et c'est vrai que ça demande une chose particulière. Ça demande, d'avoir quelques lumières sur le sujet dont on veut traiter. Et même quelqu'un qui traite de la santé depuis 20 ans n'a pas obligatoirement de grosses lumières sur les politiques de santé. Parce qu'il va savoir ce que le Mali dit sur le PRODES, mais s'il ne va pas s'intéresser à quand sont les campagnes en cours de l'OMS, qu'est-ce qui se passe au niveau du bureau afro de l'OMS. Et souvent, les gens ne savent même pas comment s'organisent les choses. Genre, si moi, je veux chercher... le Mali a un centre qui est un centre collaborateur OMS, et moi, j'ai travaillé avec ce centre-là quand je faisais de la recherche, qui est le département de la médecine traditionnelle. Le département de la médecine traditionnelle travaille... Lui, il est centre collaborateur OMS alors que sa tutelle ne l'est pas. Sa tutelle, c'est l'Institut national de recherche en santé publique. L'Institut national de recherche en santé publique fait une chose tous les ans. Il fait 2 choses tous les ans. Il fait 2 conseils d'administration. C'est une structure qui est, on dirait, para-étatique. Et des journées scientifiques. Alors, aux journées scientifiques, vous avez aussi une quinzaine de journalistes maximum qui sont invités à venir voir ces journées scientifiques. Perdième à la clé à la fin, il ne faut pas oublier d'ajouter ça. Et alors, chacun vient vous présenter ce qu'il a fait dans l'année. Alors, le département qui fait les analyses a dit telle chose, celui qui a fait... Bon, le département de médecine traditionnelle dit telle chose. Et quand vous demandez, tout bêtement, parce que vous savez
combien d'articles sont parus dans les revues scientifiques de la part de gens qui travaillent là? Vous avez difficilement un chiffre. Et la plupart du temps, ce sont les gens du département de médecine traditionnelle qui ont fait un article. Mais si vous ne le savez pas, et si vous, quelque part, ne pouvez pas aller lire ailleurs pour recouper une information, c'est normalement le travail d'un journaliste, c'est ça. Lui, il dit ça, mais quelqu'un d'autre dit autre chose. Si moi, je n'ai pas les moyens de faire la juste part et d'avoir le bon chiffre, je dis au moins, celui-là dit ça, mais l'autre dit autre chose. Ça, c'est un travail de journaliste. Ouais. Ramata, est-ce que vous parlez beaucoup des sources dans des séminaires ou des sources autour de la recherche? Est-ce que ça donne la voix aujourd'hui aux bénéficiaires, la presse, est-ce qu'elle est capable d'aller chercher la voix des patients? Mais elle le fait. La voix va chercher, la presse va chercher la voix des bénéficiaires. Les patients, la presse va la voir. Les gens qui attendent de faire une opération, les gens qui attendent pour inscrire, la presse va les voir. Mais c'est traité comme un effet de société. Ce n'est pas traité comme en lien avec une politique sanitaire. Ce n'est pas traité comme une couverture sanitaire. Et c'est traité parce que c'est l'événementiel. Sur les 2 dernières années au Mali, il y a eu 2 grèves des médecins qui ont duré pour une presque 2 mois et pour l'autre à peu près 3 semaines. Et donc là, la presse, effectivement, c'est le moment d'aller en parler, mais c'est de l'événementiel. Ce n'est pas on analyse une politique, ce n'est pas on discute qu'est-ce qui est en train de se passer, c'est tout le monde va courir aller voir les gens qui sont en rang devant les hôpitaux en disant est-ce que les médecins, la loi les oblige à faire le service minimum, est-ce qu'ils le font? On va aller regarder ça. Et puis, on va aller tous tendre le micro pour prendre les récriminations des gens. Parce que c'est clair que si vous venez faire une consultation et que les médecins sont en grève, ça va prendre plus longtemps. Après, dès que ça vient au niveau de l'enquête, ça devient beaucoup plus compliqué. Là, je viens de faire une session enquête avec Mehdi Bedeb de RFI. Et donc, on a mis 2 journalistes, c'est eux qui ont proposé la chose. Un a voulu aller enquêter sur les prestations privées des médecins du public. Et même en France, il y a beaucoup à dire dessus, même malgré une législation. Et un autre a été enquêté sur le fait qu'il y a un IRM dans un hôpital qui est en panne depuis 2 ans, dans un des hôpitaux nationaux qui est en panne depuis 2 ans, pour une petite pièce que la personne qui a vendu la machine n'arrive pas à faire venir alors qu'il y a 5 ans de maintenance et tout ça sur cette... Quand on connaît un pays comme le Mali, c'est vrai que pour quelqu'un qui fait une enquête, c'est facile. Il va aller chercher le marché. On sait très bien comment ça se passe. On a donné ce marché à quelqu'un qui clairement ne savait pas faire ce travail-là, qui a commandé quelque chose, qui est venu l'installer, qui n'a pas le technicien qui peut faire la maintenance, parce qu'il y a quelqu'un qui a eu 10% du marché ou 20% du marché. Donc, ça, on arrive à l'adresser. Mais le problème, c'est d'abord qu'il faudrait qu'on l'adresse bien, et ça demande aussi de la... Au Mali, l'école journaliste du Mali vient d'ouvrir en janvier. Tous les gens qui sont dans la presse sont rarement des gens qui ont fait des études de journalisme. Mais a priori, c'est des gens qui sont censés avoir fait au moins une maîtrise. Et qui, malheureusement, même ceux qui sont censés être spécialistes de la santé, couvrir le desk santé, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont couvrir la journée mondiale de la tuberculose, la journée mondiale de lutte contre l'exclusion, l'excision. Ils ne vont pas couvrir d'activités de recherche. Mais ils ne vont pas aussi couvrir d'activités de recherche pour 1 ou 2 raisons quand même pour lesquelles on ne peut pas les incriminer. C'est que les chercheurs viennent difficilement aux médias. Ils y viennent quelque part quand ils en ont besoin. Sauf 1 ou 2 cas. Il y a une figure historique de la recherche au Mali qui est mondialement connue, qui malheureusement nous a quittés il n'y a pas longtemps, qui était le professeur Ogobara Doubo, qui était le patron du Malaria Research and Training Center. Et moi, je me marre toujours parce que il y a un nom en anglais. L'acronyme est en anglais. Personne ne l'a francisé au Mali et pourtant, ça fait quand même quelques années que ça travaille. Tout le monde vous parle de lui, tous les journalistes qui s'occupent de sciences, mais en fait, c'est des journalistes qui s'occupent de santé principalement, qui sont censés s'occuper de sciences. Eh bien, tout le monde va vous en parler. Mais il a travaillé sur les génomes du moustique, on ne vous en parlera pas. Ils sont en train de faire des candidats vaccins pour le palu, on ne vous en parlera pas parce qu'ils ne vont même pas chercher cette information-là. Mais si quelque part, le MRTC faisait un jour une journée porte ouverte, où les gens pouvaient venir voir qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ont publié, n'importe quoi, au moins le compte-rendu de ces journées-là serait déjà quelque chose intéressant en termes d'information. Mais il faut avoir ce travers-là de manière spécialisée. Et malheureusement, on ne l'a pas encore. Non. Ramata, quelles seraient vos recommandations aujourd'hui pour améliorer la capacité des médias à relayer la recherche? La première déjà, c'est que moi, je ne suis pas adepte du tout de ce que les gens nous disent, il faut faire des formations. Ah bon, on va faire un atelier de 3 jours, on ne va pas apprendre à un journaliste à devenir statisticien en 3 jours. Par contre, on peut lui apprendre à être un petit peu critique sur certaines choses. Je prends un exemple tout bête. Il y a un monsieur qui est ingénieur statisticien qui, depuis 1 an et demi,
fait soi-disant des sondages au Mali. Ça peut être sur la politique, ça peut être sur le coût des denrées de première nécessité. Et j'ai une de mes stagiaires qui vient un jour me dit voilà, il y a invité demain, il y a M. Guindo qui fait une présentation sur un sondage. Il dit qu'il va nous dire à peu près comment va se passer l'élection présidentielle. Très bien. Donc elle revient, alors tu sais, c'est Ibeka qui doit gagner parce que j'ai dit oui. Et je lui dis la taille de son échantillon, c'est quoi? Anne dit je ne lui ai pas demandé. Ah bon. Mais c'est vrai que si elle n'a pas quelques éclairages sur comment on fait, elle ne peut pas se dire s'il a vu 200 personnes, ouais, ça ne peut pas préjuger des résultats du Mali. Mais malheureusement, on fonctionne encore assez comme ça, par manque de formation. Il faut ça, et ça se faisait avant. À l'époque où il y avait, l'Orstom n'était pas encore l'IRD, il y avait des moments où il y avait des expos sur telle thématique. Il y a eu des journées comme ça. Il y a eu des disséminations, il y a eu tout un travail de l'IRD sur la mousson africaine. Et c'est un bon angle. Aujourd'hui, avec les problèmes environnementaux et tout ça, les scientifiques pourraient très bien aller aux médias en présentant des choses par rapport à ça. Mais ça n'existe pas encore parce que, comme je disais tout à l'heure, on a l'impression que des fois les chercheurs ont peur des médias. Et les médias, pour les gens qui n'ont pas un tropisme particulier pour la recherche, n'y vont pas non plus. Alors, comme je vous dis, on va tranquillement à les trucs qui sont habituels. Tous les ans, il y a la journée de la médecine traditionnelle, on va aller voir. Et puis en plus, ça intéresse énormément les gens, la médecine traditionnelle, surtout modernisée. Donc on va voir ça, il y a un nouveau produit qui vient de sortir, patati patalaire. Mais par exemple, aller voir comment est-ce qu'on formule ces produits-là, ça c'est autre chose. Donc on est vraiment dans l'événementiel. Et il faudrait quelque part que l'on fasse des événements, effectivement. Moi je pense que faire des événements autour de la recherche, c'est très bien. Mais pas seulement à l'occasion des journées mondiales de telles choses. La recherche peut faire des événements autour de la recherche en tant que recherche pure. Pour que l'on sorte finalement au Mali du fait qu'on considère que la recherche et le mathématicien ou le physicien, ce n'est pas les sciences sociales, ce ne sont pas les sciences humaines. Et pourtant, c'est ceux qui nous éclairent normalement. Ceux qui nous permettraient d'utiliser des infos bien recueillies, de faire des entretiens, de travailler comme de vrais journalistes, comme de bons journalistes, et d'avoir un impact quelque part. Parce que si on dit que, par exemple, normalement, on est censé avoir atteint ça, mais les études montrent que non, on était à 15% et on n'en était pas à 65%, je veux dire, ça crée quelque chose. Et comme c'est repris dans les langues nationales, ça va être dit. Et juste pour en finir, je vais te dire une chose. Quand on parle, je parle tout à l'heure de langue, la gratuité des soins. Quand vous traduisez dans nos langues nationales la gratuité des soins, ça veut dire que vous ne payez rien. Gratuit, ça veut dire 0 francs. Je pense que même en français. Ouais. Et bien, quand une dame va prendre un kit césarienne et qu'elle va accoucher, c'est pas 0 francs. Hein. Le kit, il est à 0 francs. Mais l'hospitalisation qu'elle va faire là, ça se paye. Et je ne pense pas qu'il y ait des gens qui aient fait des césariennes et qui n'aient pas été hospitalisés au moins quelques jours. Et donc, au Mali, ça a créé un tollé. Et ça, dans le concept de termes de santé, il faudrait que les gens expliquent bien. Quand on dit gratuité des soins, c'est telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. On nous dit la gratuité du traitement du paludisme pour les femmes enceintes et les enfants de 0 à 5 ans. C'est une politique qui n'est pas seulement malienne, hein, je pense qu'elle est ouest-africaine. Qu'en est-il réellement? Moi, quand même, je sais que j'ai payé des ampoules pour des sérums parce qu'il n'y en avait pas au centre de santé. Et je suis dans un des quartiers, ceux qui connaissent un peu Bamako, j'habite à l'Hippodrome, qui est quand même un des quartiers les plus résidentiels de Bamako. Ben, dans la Sako, il n'y en avait pas. Et donc, vous voyez, il y a tout un tas de posture aussi. Comme je disais tout à l'heure, c'est la posture des chercheurs. Ce n'est pas demi-dieu. Hein. Nous aussi, journalistes de presse écrite, là, parce qu'on a eu des prix, on pense qu'on est demi-dieu. Ce n'est pas demi-dieu non plus. Il y en a qui sont inaccessibles. Ouais. Ramata, oui. Donc on retient en tout cas que c'est à la recherche d'aller à la rencontre des journalistes. Et aux journalistes d'aller à la rencontre. Chacun dans son domaine. Et que ça va être des rencontres d'ego importantes. Ah oui, comment tout le monde se prend là. Et donc je propose de poser une question à Sandra et puis de donner la parole à la salle, parce que l'horloge tourne. Donc il y a pas mal de questions qui ont été posées dans la session précédente sur le rôle des organisations de la société civile et en particulier sur l'articulation entre les acteurs nationaux de plaidoyer et les acteurs internationaux. Et en particulier avec le sujet des différentes visions qui sont en fonction des bailleurs, que ce soit la version américaine de la CSU qui va être très différente de la version française. Et donc je voudrais avoir votre avis sur comment est-ce qu'on peut effectivement mobiliser ces acteurs nationaux, est-ce qu'ils le sont suffisamment, et la problématique des financements et de la temporalité des financements qui ne permet pas forcément de suivre des programmes de plaidoyer sur du long terme. Ouais.
Parce que c'est vrai que je vous ai apporté un point de vue vraiment d'une organisation internationale, munie de beaucoup de financements pour faire de la recherche, etc. Mais je pense qu'il faut quand même avoir en perspective, et ce que je voudrais porter, c'est vraiment avoir un panorama assez complet de ce qu'est la société civile, et notamment dans les pays en développement, sur les questions justement de organisation internationale, organisation nationale. C'est sûr que il y a, pour moi, l'un des futurs enjeux, c'est vraiment de pousser, porter, financer, soutenir le développement, le renforcement de la société civile dans les pays dans lesquels on parle, parce que c'est vrai qu'en fait, ce que je me suis rendu compte dans la session précédente, c'est que en fait, c'est une société civile qui est peut-être moins importante que d'autres, mais qui existe, mais qui n'a pas qui est très peu financée et très peu soutenue. Il y a cet aspect-là est quand même un aspect très important. Il existe, nous on voit vraiment partout des associations qui vont militer pour l'accès à la santé d'un point de vue très local, etc. Mais elles sont pas dans. Il y en a certaines qui ne sont pas dans aussi l'économie du développement tel qu'il existe, des ONG, etc. Et là, vous parlez du financement est très important. Moi, je parle dans le siège de l'AFD, où l'AFD a quand même beaucoup de mal à vouloir financer les associations locales. Et du coup, on passe, je ne vais pas me faire la contre-promo, mais on passe par des ONG internationales. Donc l'ONG internationale, forcément, elle va financer les personnes qu'elle a envie de financer. Et on crée des modes de financement, des biais sur la construction, le renforcement d'une société civile nationale qui porte ses aspirations, etc. Et en plus, quand on est dans un mode de financement tel qu'il est maintenant, c'est ce que vous disiez, des ONG qui sont souvent soutenues sur quoi on te donne un petit peu de financement pour 6 mois pour que tu fasses l'étude qu'on va aimer capitaliser, etc. Mais tu as 6 mois par-ci, après il faut faire d'autres demandes de subventions. Plus les demandes de subventions dans les grands organes internationaux, je ne vous parle pas, si vous n'avez pas du staff qui est déjà payé, qui est déjà formé à remplir des demandes de subventions, c'est quand même, on crée des énormes obstacles pour avoir un peu plus de spontanéité naturelle de la société civile telle qu'elle existe maintenant. Donc il y a forcément cet aspect du financement. Et moi, un deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'est un peu sur cet espace aussi démocratique qui est le préalable d'avoir une société civile mobilisée, forte, etc. Moi, je sais qu'on a des partenaires au Niger, par exemple, qui sont vraiment des associations nationales qui mènent un plaidoyer, qui vont scruter les projets de loi de finances, qui ont, sur le dernier projet de loi de finances au Niger, ont bien vu qu'il y avait des problèmes, notamment d'exonération fiscale des multinationales qui viennent faire de l'exploitation des ressources naturelles au Niger, et justement qui ont voulu se mobiliser, manifester et dire non, il faut augmenter l'impôt parce que c'est comme ça qu'on va financer notre santé, notre protection sociale, etc. Toutes ces associations étaient emprisonnées pendant 3 mois. En disant que c'était manifestations illégales, etc., qu'ils n'avaient pas respecté les appels, etc. Donc, c'est aussi ça la réalité de la difficulté dans la société civile, et je pense que la redevabilité publique, ce sera un des facteurs clés pour atteindre la couverture santé universelle et même renforcer les États de façon générale. Et ça, c'est sûr que c'est à mon avis un des grands défis qu'il faut adresser pour réellement avoir des politiques de couverture santé universelle. Et je fais une petite transition, je vous invite à on va organiser justement sur cette thématique une conférence l'année prochaine sur l'implication de la société civile. C'est clair que le gros problème de gouvernance qui se pose et le problème de redevabilité se pose à tous les niveaux, y compris dans la santé. Et c'est pour ça que l'un des grands défis, justement, un des gros problèmes qu'on a avec les journalistes, c'est que quand un journaliste qui est mal formé va essayer de s'attaquer à ce genre de choses-là, lui, il va aller au NUF beaucoup plus facilement que quelqu'un d'autre. Parce qu'il va donner des informations qui ne sont pas vérifiées, qui ne sont pas recoupées, et facilement, fausse accusation. C'est pour ça qu'il est très, très important que les pas se fassent. On dit qu'un seul pied ne fait pas un chemin. Il faut que les médias aient un pied vers les scientifiques, mais il faut que les scientifiques aussi aient un pied vers les médias. Pour qu'il y ait quand même un minimum d'informations. À la limite, quand on me dit un mot, et comme je disais, il faut quand même, même si je dis c'est pas parler en français facile, mais il faut quand même rendre un petit peu les résultats de vos recherches digestes. Il faut les rendre lisibles. Parce qu'il y a des fois, même quelqu'un qui s'y connaît un petit peu, il se noie dans les termes.
Et il y a des terminologies de mode, il y a ceci, cela, le reste. Et pour les organisations de la société civile, il faut quand même qu'on dise aussi des choses comme elles se passent. Aussi bien les ONG internationales que nous, les organisations et les ONG nationales qu'on a chez nous. Moi, je dis souvent en blaguant, je dis au Mali, on a 3 ou 4, 5 ou 5 types d'organisations de la société civile ou d'ONG. Celles qui travaillent avec la Banque mondiale, celles qui travaillent avec l'UNICEF, celles qui travaillent avec l'USAID. Parce que clairement, c'est toujours comme ça. Et c'est là-bas que sont déterminés les axes sur lesquels vous pouvez glaner de l'argent. Or, une des premières idées aussi des responsables de ces ONG, ces organisations de société civile, c'est de garantir leur propre pérennité à eux, parce que c'est comme ça qu'ils garantissent aussi leur propre salaire. Et donc là, actuellement, je suis persuadé que quelqu'un qui va faire Women Empowerment va avoir de l'argent comme vous voulez. Mais sur la santé, c'est tellement dilué, il y a tellement d'activités particulières et tout ça, que pour mettre les gens en coalition, parce que sans aller en coalition, je pense qu'ils ne pourront pas pousser le dossier de la couverture sanitaire universelle. Ils ne pourront pas. Mais le problème, c'est qu'il faut se mettre en coalition. Et aussi avec les chercheurs qui peuvent nous dire, ailleurs, ça ne s'est pas passé comme ça, si on fait telle chose, ça coûterait moins à l'État et tout ça. Mais clairement, tant qu'on se bat pour sa propre survie, et qu'on glane les sous, on glane les sous par rapport à ce qui est le mot d'ordre du moment. Et le mot d'ordre du moment, actuellement en tout cas au Mali, ce n'est pas la CSU. Merci Ramata. Merci Sandra. Je propose d'ouvrir la discussion au public.